Le lien indéfectible qui unissait Freddie Mercury, chanteur emblématique de Queen, et sa plus proche compagne, Mary Austin, compte parmi les histoires d'amour les plus remarquables et les plus émouvantes de l'histoire de la musique britannique. De future épouse à confidente la plus intime, Mary Austin est restée le pilier de la légende du rock, inspirant notamment la ballade poignante Love of My Life. Après le décès de Freddie Mercury en 1991 dans une chambre à l'étage de sa chère résidence londonienne Garden Lodge, la très discrète, Austin hérita de la propriété et de tout son contenu. Elle y a vécu paisiblement depuis, mais à 73 ans, elle a récemment surpris le public en acceptant enfin de partager son histoire. Qui est donc cette femme derrière la légende née à Fulham, à Londres? En 1951, Mary Austin a acquis une renommée internationale en tant qu'ancienne fiancée et amie indéfectible de Freddie Mercury. Enfant de parents sourds, elle a développé dès son plus jeune âge la capacité unique de communiquer en langue des signes et en lisant sur les lèvres. Bien que leur relation amoureuse ait pris fin lorsque le chanteur a pris conscience de son homosexualité, le lien profond qui les unissait est resté intact. Mercury considérait souvent Austin comme son âme sœur et elle est restée fidèlement à ses côtés jusqu'à sa disparition tragique. Bien qu'elle n'ait pas participé activement à la réalisation du biopic Bohemian Rhapsody, en 2018, il semblerait qu'elle ait donné sa bénédiction au projet. Son dévouement indéfectible au chanteur ainsi que sa vie retirée dans la propriété de Garden Lodge qu'il lui avait offerte ont contribué à faire d'elle une figure fascinante et très respectée parmi les fans de Queen et les mélomanes en général. Les origines de cette collaboration extraordinaire remontent à 1969, soit un an avant que Mercury ne fonde Queen avec Brian May Roger Taylor et le futur bassiste John Deacon. Né Farouk Bulsara à Zanzibar en Tanzanie en 1946. Le futur guitariste superstar s'installa avec sa famille au Royaume-Uni dans les années 1960. À l'inverse, Austin arrive en 1951 dans une famille modeste du quartier de Battersea dans le sud de Londres. Sa mère était femme de ménage et son père poseur de papier peint. Comme mentionné précédemment, ses deux parents souffraient d'une surdité profonde. La première rencontre entre Austin et Mercury a eu lieu alors qu'il travaillait chez Biba, une boutique très en vogue à Londres. À l'époque, la jeune diplômée d'une école d'art gérait un stand de vêtements situé à proximité dans le quartier de Kensington. Au départ, le comportement excentrique et hors du commun du chanteur intimidait Austin. Pourtant, leur idylle s'épanouit rapidement, les menant à partager un modeste appartement tandis que Mercury poursuivait ses ambitions musicales. Dans une interview accordée à OK Magazine en 2000, Austin, se remémorant leurs débuts, confiait que son assurance démesurée lui était totalement étrangère, car elle avait toujours manqué de confiance en elle. Elle expliqua qu'ils avaient mûri ensemble et que son affection sincère pour lui avait permis à leur vie de s'entremêler harmonieusement. L'historien de la musique Mark Blake, auteur de Is This the Real Life, The Untold Story of Freddie Mercury and Queen, a remarqué qu'Austin était d'un naturel très terre-à-terre. Il a souligné la rapidité avec laquelle leur relation a évolué, notant qu'après seulement quelques mois de connaissance, les deux hommes ont décidé brusquement d'emménager ensemble. L'étude de leur relation amoureuse révèle que durant leurs premières années, Mercury n'avait pas encore atteint le statut de superstar international et que leur quotidien était dépourvu de tout glamour rock'n'roll. Installés dans un studio exigu, ils menaient une vie ordinaire typique des jeunes amoureux. Pourtant, un avenir prometteur se profilait à l'horizon, renforçant à la fois leur lien intime et propulsant la carrière du chanteur. Bien qu'ils aient emménagé ensemble presque immédiatement, Austin a eu besoin d'un temps d'adaptation pour accepter pleinement le musicien excentrique. Elle a confié plus tard qu'il lui avait fallu environ 3 ans pour ressentir un amour profond, une intensité émotionnelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Par une étrange coïncidence, ce tournant émotionnel a coïncidé avec l'année 1972, un moment charnière où Queen a signé son premier contrat d'enregistrement et connu un succès fulgurant dans les charts. L'amélioration de leur situation financière leur permit d'emménager dans une résidence plus spacieuse.
Cependant, le véritable tournant survint lorsque Austin vit son compagnon monter sur scène dans son ancienne école d'art. Observant son charisme magnétique devant un public captivé, elle fut frappée par son talent théâtral hors du commun, réalisant pour la première fois qu'elle assistait à la naissance d'une véritable icône. Cette prise de conscience soudaine de sa célébrité imminente fit naître en Austin une profonde crainte, celle qu'il ne finisse par l'abandonner pour une vie plus glamour. Bouleversée par cette révélation le soir du concert à l'université, elle tenta de s'éclipser, voulant laisser l'étoile montante à ses fans en délire. Mercury cependant la rattrapa et refusa catégoriquement son départ. Austin se souvint plus tard que cette intervention l'avait forcé à accepter sa place dans son nouveau monde chaotique. Elle exprima une immense joie en le voyant s'épanouir, sa carrière explosant, et se sentait incroyablement chanceuse qu'il désire encore sa compagnie au milieu de cette folie. Queen accéda rapidement à une renommée internationale et Austin demeura un soutien indéfectible au chanteur. Le couple finit par déménager une nouvelle fois, s'installant dans un appartement spacieux sur Holland Road à Londres. C'est à cette époque que Mercury fit une demande en mariage tout à fait inattendue. En 1973, à l'occasion de la sortie du premier album de Queen, la chanteuse demanda la main d'Austin par un geste d'une fantaisie touchante. Dans une interview accordée au Daily Mail en 2013, elle raconta avoir reçu un colis surdimensionné de sa part le jour de Noël, alors qu'elle avait 23 ans. À l'intérieur, elle découvrit une farce à la manière des poupées russes composée de boîtes de plus en plus petites. La dernière minuscule renfermait une magnifique bague en jade. Complètement déconcertée par ce geste, elle se demanda à quel doigt ce bijou était destiné. Mercury lui demanda de placer la bague à sa main gauche avant de faire sa demande en mariage. Stupéfait par cette proposition inattendue, Austin ne put qu'acquiescer timidement à voix basse. Dans les années qui suivirent, la notoriété du groupe explosa après la sortie de Sheer Heart Attack en 1974 et de A Night at the Opera en 1975. Ce dernier album contenait le titre légendaire Love of My Life, une mélodie poignante largement considérée comme un hommage à sa nouvelle fiancée. Parallèlement à l'ascension fulgurante du groupe, la personnalité de superstar de Freddie Mercury s'affirmait de façon éclatante. Le public du monde entier affluait pour admirer sa présence scénique théâtrale caractérisée par sa chevelure indomptée, son sourire radieux, ses tenues extravagantes et une tessiture vocale stupéfiante approchant les 4 octaves. Malgré ce summum de romance, marqué par des fiançailles publiques et un hommage musical diffusé dans le monde entier, Austin ne l'épouserait jamais. Alors que Queen connaissait des triomphes planétaires monumentaux, les modestes débuts de leur petit appartement commun s'estompaient dans le passé. Alors que la carrière du musicien atteignait son apogée, leur relation intime commença à se détériorer. Après environ 6 ans de vie commune, Austin ressentit un profond changement, admettant plus tard avoir d'abord tenté de l'ignorer. Elle attribua initialement leur éloignement émotionnel croissant à la pression liée à son immense célébrité. Elle se souvenait de rentrer du travail et de trouver la maison vide. Constatant que ces retours tardifs avaient gravement nui à la complicité qu'ils avaient connue, finalement, elle en vint à la conclusion que son orientation sexuelle le portait exclusivement vers les hommes. L'enthousiasme du chanteur pour leur noces imminentes avait lui aussi complètement disparu. Lorsqu'elle lui demanda nerveusement si elle devait commencer à chercher une robe de mariée, son refus catégorique mit fin à la discussion. Il devint évident que le mariage était annulé. Déterminée à aborder le sujet tabou, elle entama une conversation difficile. Dans une interview accordée au magazine OK, elle se souvint lui avoir dit qu'elle se sentait comme un fardeau et lui avait suggéré qu'il valait mieux qu'elle parte. Bien que Mercury ait nié catégoriquement tout problème, Austin ne pouvait ignorer le refroidissement de leur relation amoureuse au milieu des triomphes fulgurants du groupe. Ses retours à la maison de plus en plus tardifs alimentaient ses soupçons d'infidélité. La vérité éclata finalement en 1976, lorsque celui qui était devenu une icône mondiale choisit de parler ouvertement de l'évolution de ses désirs sexuels. Partageant ce souvenir avec le Daily Mail, Austin a décrit cette confession comme inoubliable. Reconnaissant son innocence à l'époque, elle a expliqué qu'il lui avait fallu un moment pour assimiler pleinement ses paroles, alors que Mercury exprimait un immense soulagement
en déclarant sa bisexualité. Austin a immédiatement réfuté son affirmation, affirmant avec conviction qu'il était homosexuel. Cette conversation cruciale a mis fin à leur relation amoureuse. Par la suite, la maison de disques de Mercury lui a acheté un appartement tout près du sien. Loin d'être mise à l'écart, elle a conservé un rôle essentiel au sein du cercle restreint de Queen, voyageant même avec eux lors de leur tournée mondiale. Le biographe Mark Blake souligne le caractère unique de leur relation après leur rupture en mentionnant l'existence de nombreuses photos prises en coulisses à la fin des années 70, bien après leur séparation. Blake met en lumière la transition fascinante qu'ils ont traversée d'un couple fiancé et vivant ensemble à une situation où Mercury recherchait activement des relations avec des hommes. Étonnamment, le fait d'avoir surmonté ce bouleversement ne fait que renforcer leur amitié platonique pour les décennies à venir. Austin était profondément ancré dans l'entourage du groupe régnant de fait comme le membre le plus important du cercle intime de Mercury. Après l'annulation de leur mariage et la révélation de son secret, Austin se préparait à tracer sa propre voie. Pourtant, le chanteur ne pouvait se résoudre à une séparation définitive et fit l'acquisition de sa maison voisine pour rester à ses côtés. Son admiration indéfectible pour elle fut exprimée publiquement lors d'une interview en 1985 où il déclara avec conviction qu'Austin était sa seule véritable amie et la seule compagne dont il aurait jamais besoin. Mercury a souligné que leur confiance mutuelle lui suffisait amplement. Au fil des années, Austin a eu 2 fils avec l'artiste Piers Cameron. Cependant, Cameron a eu du mal à supporter l'ombre omniprésente de la star du rock, ce qui a finalement mené à la rupture de leur collaboration. Parallèlement, Mercury a vécu une histoire d'amour passionné de 7 ans avec Jim Hutton. Malgré cela, le chanteur a déclaré avec humour qu'aucune de ses futures compagnes ne pourrait jamais remplacer Austin. Jugeant une telle chose absolument impossible, fidèle à elle-même, elle est restée à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Tandis que le chanteur s'enfonçait corps et âme dans un monde hédoniste et excessif, marqué par une promiscuité débridée et la consommation de substances illicites. Austin menait une vie plus paisible. De sa relation avec Cameron naquirent Richard, qui revendiquait fièrement Mercury comme son parrain, et Jamie née peu après le décès du chanteur. Bien qu'elle n'ait jamais épousé Cameron, elle se maria plus tard avec l'entrepreneur Nick Holford, une union qui prit fin après 5 ans. Malgré ses fluctuations sentimentales, Austin conserva une place importante dans l'entourage de Mercury, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle occupa un poste au sein de son équipe de management et fut son soutien indéfectible durant ces dernières années. L'année 1987 apporta au chanteur un diagnostic dévastateur de séropositivité survenant à une époque où les traitements médicaux efficaces étaient inexistants. Austin et son compagnon Jim Hutton se mobilisèrent pour le soutenir face à la progression de la maladie. En l'absence de remède, Austin lui prodigua des soins 24 heures sur 24, passant d'innombrables heures à son chevet veillant sur lui-même lorsqu'il était inconscient. Elle se souvenait avec émotion des moments où il se réveillait, l'accueillait d'un sourire chaleureux et reconnaissait affectueusement son ami fidèle de toujours. Comme le souligne son biographe Blake Mercury, s'assura qu'elle soit toujours à ses côtés tandis que sa santé se détériorait jusqu'à sa mort tragique des suites de complications liées au sida le 24 novembre 1991. Les dispositions généreuses de son testament, lui léguant son immense demeure et une part importante de ses droits d'auteur musicaux, témoignaient de la profondeur de son amour. L'ampleur de ce legs reflétait l'héritage traditionnel d'une veuve. Le rôle d'Austin auprès de cette star flamboyante fut primordial. Elle était antérieure à sa fortune et à sa renommée internationale et elle demeura son pilier jusqu'à la fin. Accablée par le chagrin, Austin confia avoir perdu son âme sœur. Dans une interview, elle expliqua que sa disparition était comparable à la rupture d'un lien conjugal. Elle comparait leur parcours à des vœux de mariage traditionnels ayant traversé ensemble la pauvreté, l'immense richesse, une santé florissante et une maladie incurable. Il lui était impossible de le lâcher prise jusqu'à ce que la mort l'y contraigne, et même alors la douleur était insoutenable.
De plus, Austin avait farouchement protégé son choix de dissimuler sa séropositivité au public jusqu'à ses derniers jours. Ultime preuve de confiance. Il lui confia la tâche solennelle de disperser ses cendres dans un lieu tenu secret. Un mystère qu'elle garde jalousement jusqu'à présent. Respectant ses dernières volontés, elle conserva son urne à Garden Lodge pendant 2 ans avant de la déplacer discrètement. Quant à leur maison londonienne, elle est restée en grande partie telle qu'il l'avait laissée meublée avec le soin qu'il avait lui-même choisi. Dans une interview accordée au Daily Mail, elle expliqua que Mercury était terrifié à l'idée que des fans fanatiques tentent de profaner sa sépulture, un sort funeste déjà réservé à d'autres figures historiques. Pour l'éviter, il exigea un secret absolu, une promesse qu'elle jure de respecter indéfiniment. Le caractère atypique de leur relation n'atténua en rien son chagrin. Elle réaffirma que sa mort la privait de son amour éternel. Leur histoire témoigne avec force que le véritable amour transcende parfois l'intimité physique, se manifestant plutôt par un partenariat indéfectible, fondé sur une confiance absolue et une compréhension mutuelle. Lorsque l'homme de 45 ans succomba à une pneumonie bronchique liée à son diagnostic de sida, en 1991, sa plus fidèle confidente était à ses côtés comme elle l'avait été pendant des décennies. Concernant sa vie familiale, Austin est bien mère. Comme mentionné précédemment, elle a eu 2 garçons, Richard et Jamie, avec son premier compagnon, l'artiste Piers Cameron. Mercury s'est investi pleinement dans son rôle familial, étant fier d'être le parrain de Richard avant sa disparition tragique. Bien que la relation entre Austin et Cameron ait duré jusqu'au début des années 1990 sans être légalement mariée, elle a finalement épousé le cadre Nicholas Halford en 1988. Ce mariage s'est dissous en 2000. Malgré toutes les turbulences sentimentales de sa vie adulte, son lien profond avec Mercury est resté le pilier unique et inébranlable de son existence. Alors, où en est Austin aujourd'hui? La lecture du testament de Mercury a révélé qu'il lui avait légué la moitié de son immense fortune de 75 millions de livres sterling, comprenant notamment sa somptueuse demeure géorgienne de Kensington, estimée à 25 millions de livres. Aujourd'hui, elle mène une vie très recluse entre ses murs, même si des fans dévoués viennent régulièrement s'y recueillir, s'étendant sur 28 pièces. Le décor opulent demeure une véritable capsule temporelle de l'époque du chanteur. Ayant initialement aidé Mercury à décorer la maison avec d'extravagantes antiquités, Louis XV Austin n'a jamais éprouvé le moindre désir de moderniser les lieux. Néanmoins, en 2023, une annonce sans précédent a secoué la communauté mondiale de Queen Austin, mettait aux enchères près de 500 objets personnels de Freddie Mercury. Cette impressionnante collection comprenait des tenues de scène emblématiques, du matériel musical et des paroles originales de chansons. Lors d'un entretien avec la BBC, elle a expliqué les raisons de cette vente massive. Elle a confié que le moment était enfin venu de clore sereinement cette étape extraordinaire de sa vie et de gérer son patrimoine. Consciente qu'il lui semblait inapproprié de conserver certains objets, elle a décidé que pour se séparer de ses biens, il lui fallait le courage de liquider la collection dans son intégralité. Le succès phénoménal du biopic Bohemian Rhapsody en 2018 a généré une manne financière colossale pour les proches de Freddie Mercury et sa muse de toujours. Grâce à une clause spécifique de son testament, Austin a empoché plus de 60 millions de dollars des recettes du film. Inspiré par sa célèbre ballade de 1975, Austin a bénéficié d'un legs de Mercury lui garantissant la moitié de sa fortune posthume. Les 50% restants ont été partagés équitablement entre ses parents et sa sœur cadette Kashmira Bulsara. Ce film, qui retrace le parcours fascinant du charismatique leader de Queen, a dominé le box-office mondial, engrangeant plus de 900 millions de dollars et devenant ainsi l'un des films les plus lucratifs de 2018. Par conséquent, la sœur de Freddie Mercury, Kashmira, a perçu environ 25 millions de dollars, tandis que les autres membres survivants du groupe ont empoché collectivement 90 millions de dollars. Si le film a mis en lumière une grande partie du parcours du chanteur, d'innombrables détails captivants ont été coupés au montage.
Au-delà du grand écran, de nombreuses anecdotes méconnues concernant cet artiste iconique, restant largement ignorées même des fans les plus fervents. Voici une exploration plus approfondie de son histoire cachée. Curieusement, son pays de naissance exact a disparu des cartes modernes. L'Encyclopædia Britannica mentionne sa naissance sous le nom de Farrokh Bulsara, le 5 septembre 1946 de parents Parsi Bomi et Jer Bulsara. Le couple avait quitté l'Inde pour s'installer à Zanzibar en Afrique avant la naissance de leur fils. Aujourd'hui, Zanzibar n'existe plus en tant qu'entité politique indépendante. Au début du 20e siècle, ce petit territoire situé près des côtes d'Afrique centrale était entièrement sous domination coloniale britannique. En 1963, l'île accéda à la souveraineté tout en conservant des liens avec le Commonwealth britannique. Cette indépendance fut de courte durée. Dès le mois de janvier suivant, un soulèvement communiste violent renversa le sultanat arabe au pouvoir, le remplaçant par une république et plaçant pour la première fois de l'histoire la majorité africaine autochtone au pouvoir, pourtant en avril. Le paysage politique bascula à nouveau lorsque Zanzibar fusionna avec le Tanganyika, donnant naissance à l'actuel État tanzanien. Fuyant la violente révolution, la famille Bulsara se réfugia à Feltham, une banlieue ouest de Londres. C'est là que Mercury passa son adolescence, s'inscrivant finalement à l'Ealing Art College, aujourd'hui intégré à l'Université de West London, ce qui lui permit de rencontrer ses futurs camarades du groupe. Bien avant de remplir les stades, le jeune Freddie Mercury nourrissait un passe-temps étonnamment discret, la philatélie. Le British Postal Museum confirme qu'entre ses 9 et 12 ans, le garçon a constitué une impressionnante collection de timbres anciens, qui fait désormais l'objet d'une exposition itinérante à travers le monde. Sa méthode de classement était à la fois rigoureuse et d'une grande créativité, plutôt qu'un classement chronologique classique. Il organisait ses albums selon diverses catégories, dimensions, couleurs, typographie ou thèmes. Faisant preuve d'un sens précoce du design visuel, il laissait volontairement des espaces vides sur les pages s'il ne trouvait pas le timbre exact nécessaire à l'harmonie de sa composition. Ce passe-temps méticuleux lui avait probablement été transmis par son père Bomi, lui-même philatéliste passionné. Après la disparition tragique du chanteur en 1991, Bomi vendit aux enchères les nombreux albums de son fils et les siens. Aujourd'hui, ces objets d'enfance sont exposés dans le monde entier, voyageant de l'Australie à Prague, offrant aux fans un aperçu fascinant de l'esprit calme et analytique du futur dieu du rock. En plus de ses talents artistiques, Freddie Mercury était le seul concepteur de l'emblème iconique de Queen. Si les groupes fauchés et sans contrat ont souvent recours à la création de leur propre logo pour économiser de l'argent, le résultat est généralement assez basique. Des lèvres célèbres des Rolling Stones au smiley décalé de Nirvana, en passant par la typographie stylisée des CDC Kiss et Metallica, l'identité visuelle du rock, tend vers le minimalisme. Queen, en revanche, a complètement bouleversé cette norme en utilisant un blason complexe, rappelant l'héraldique royale antique. Le motif élaboré met en scène un phénix majestueux aux ailes déployées, projetant son ombre sur un élégant Q. Coiffé d'une couronne royale, de part et d'autre de cette image centrale figurent les symboles astrologiques des 4 musiciens. Un crabe surmonte la lettre représentant le cancer de Brian May, tandis que 2 lions féroces la gardent en hommage aux Lions, John Deacon et Roger Taylor. À la base, de délicates fées symbolisent la Vierge de Mercury, phare de sa formation artistique. Mercury a entièrement conçu ce chef-d'œuvre de ses propres mains. Apparu initialement sous la forme d'une simple esquisse sur la pochette intérieure de leur premier album, le logo a été progressivement peaufiné pour devenir la marque de fabrique mondialement connue et extrêmement détaillée qu'il est aujourd'hui. Un autre trait physique distinctif était sa prognathie, prononcé un défaut qu'il refusa délibérément de corriger chirurgicalement, craignant d'altérer sa voix. Comme le détail Miller's Music, sa dentition particulière résultait d'un mésiodent 4 dents surnuméraires qui encombraient sa mâchoire et avançaient ses incisives. Malgré son immense fortune et son profond complexe concernant son sourire,
Il cachait souvent sa bouche de la main et finit par se laisser pousser sa moustache caractéristique. Pour le dissimuler, il refusa obstinément tout traitement orthodontique. Son raisonnement était purement professionnel. Il était convaincu que sa surocclusion dentaire créait un espace supplémentaire dans sa cavité buccale, contribuant directement à sa résonance légendaire. Selon les experts vocaux, Mercury possédait une capacité hors du commun à passer avec une aisance déconcertante des graves profonds aux aigus perçants avec une justesse impeccable. Son registre vocal s'étendait sur 3 octaves complètes, du Fa de 92,2 Hz au sol. 5 784 Hz, une prouesse technique qui laisse les musicologues admiratifs. Bien que les experts médicaux débattent encore de l'influence réelle de cette particularité dentaire sur son chant, Mercury refusa de prendre le risque d'altérer sa voix. Il privilégiait ses capacités vocales exceptionnelles à un sourire hollywoodien conscient que sa voix était son véritable héritage. En studio, une collaboration très attendue avec le roi de la pop s'est avérée un échec retentissant. Théoriquement s'associer à Michael Jackson en 1983, alors que les 2 hommes régnaient en maîtres incontestés sur l'industrie musicale, aurait dû produire un véritable chef-d'œuvre. Le duo a enregistré les voix de 3 titres, State of Shock, Victory et There Must Be More to Life Than This, dans l'ouvrage biographique Mercury. Le leader de Queen a fait l'éloge de ces morceaux avec diplomatie, mais a imputé l'échec du projet à d'importants problèmes d'emploi du temps. Cependant, cette excuse publique et polie masquait la réalité surprenante de leur séance d'enregistrement. Comme le relate The Great Pretender, un Mercury très agité a un jour téléphoné à son manager pour exiger une solution de repli, se plaignant notamment d'être contraint d'enregistrer avec un lama vivant que Jackson insistait pour amener au studio. Réciproquement, Jackson aurait été profondément perturbé par la consommation récréative de cocaïne de Mercury durant leur collaboration. Ces tensions croissantes ont définitivement mis fin à leur collaboration et les bandes originales sont restées enfermées dans un coffre-fort pendant plus de 30 ans avant d'être finalement commercialisées en 2014.